Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum tout le monde. Pas mal de personnes me connaissent fait le webinar, donc j'espère que tout le monde va bien. Ramadan Mubarak. Pour les gens que je leur ai pas félicité Ramadan, même si on est au 13e jour, c'est pas grave. Soyez les bienvenus pour ce webinar qui s'intitule Mon PCA conforme ISO. Je pense que il est d'actualité maintenant la continuité d'activité avec une pandémie sans précédent qui a bouleversé tout le monde. Et les PCA euh, commencent à s'exécuter dans tous les sens. Ceux qui l'ont déjà, ceux qui essayent de le produire, ceux qui sont en train de voir par quoi démarrer. Mais on voit un peu l'utilité de ce document, hein. Mais derrière, pour arriver à aboutir à ce document-là, il y a tout un process, toute une démarche. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de parcourir rapidement la formation ISO 22300 Lead Implementer, mais de passage, parler de ce document miracle, hein. On ne le voyait pas de cette manière avant, mais ça, là maintenant, ça devient une importance vitale pour les organisations, qu'elles soient d'ailleurs petites, grandes ou moyennes, hein. C'est l'aspect continuité d'activité. Bien au contraire, c'est les petites sociétés sont les plus, comme vous avez vu, selon Covid, sont les plus impactées. Voilà, je dois admettre les personnes qui viennent se joindre à nous. OK. Voilà un petit contenu pour notre webinar. Donc, je vais commencer par présenter notre groupement, ce qui est Synergy Innovation Group. Il a été créé en 2015. Deux entreprises, A2F Consulting et AS Quality, qui est devenu Riskilliance récemment. Ce webinaire, c'est en synergisant les efforts qu'on peut donner des bons résultats. Donc c'est ça l'idée de ces webinaires gratuits, de partager en si peu de temps beaucoup d'informations et de vous encourager, pourquoi pas, de venir assister à nos formations un de ces jours. D'accord. Différents partenariats, notamment PECB, l'organisme de certification canadien, PeopleCert, la Business Continuity Institute. On aimerait un jour offrir des formations et des méthodes et des frameworks de continuité d'activité de la plus grande association en management de la continuité d'activité, basée à Londres. Bien sûr, le PMI avec aussi le C-Council, l'ISACA, on couvre un petit peu euh, une chaîne de valeur qui démarre par les audits, l'analyse de risque, la sécurité, la continuité. On peut avoir des programmes qui traitent de la sécurité, de la continuité, de l'accompagnement à des certifications 27001, 22301, aussi des formations et séminaires. On en fait beaucoup, pas uniquement au Maroc, mais en Afrique subsaharienne, en France, en Algérie aussi. Et on couvre aussi la partie gouvernance SI qui chapeaute un peu l'ensemble des systèmes d'information. Notre groupement, nous sommes basés à Casa, boulevard Abdelmoumen, à côté d'un laboratoire très fréquenté récemment, celui de Pasteur. Euh,
Moi, je m'appelle Rami Mohamed, d'origine tangéroise, ingénieur télécom de l'ENSA de Tanger, première promo, 17 ans d'expérience. Je me suis installé à Casa, ça fait 17 ans. Euh, voilà, marié, deux enfants, 42 ans, et certifié en sécurité de l'info, continuité d'activité, en PMP. Ces certifs qui, euh, voilà, c'est un peu ça. C'est des dispositifs de reconnaissance internationaux qui peuvent, voilà, qui démontrent un petit peu ils vont couronner un parcours d'expérience. J'ai fait de l'offshoring, aussi j'ai travaillé dans des centres d'appel comme IT manager, après chef de projet SMSI chez la boîte Logica, à Casa Nearshore et à Technopolis, qui est devenu CGI actuellement. C'était mon premier projet de 27001 ISMS. Et là-bas aussi, on a fait de la continuité d'activité, de la 22301 avec Logica India. Ils sont très, ils sont très doués, ils sont dans un nouveau niveau très mature, les Indiens. On va voir par la suite les statistiques de la 22301 à travers le monde. Donc, enchanté et ravi de faire votre connaissance, et bienvenue à ce séminaire. Voilà, donc pour démarrer, quelques stats de la 22301 à la date de 2017. Il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de statistiques plus récentes. C'est trop maigre, c'est trop maigre. J'espère que les sociétés vont s'apercevoir que c'est une norme qui va fédérer et qui va maintenir ce document PCA, parce que le document PCA à lui seul ne fait pas l'affaire. C'est des documents qui sont rapidement périmés, ils ne sont pas à jour, et tu as 40 pages, un PCA de 40 pages, et au moment d'une crise, on ne sait pas par quoi démarrer. Euh, c'est des documents qui ne subissent pas les changements que connaissent les organisations. L'organisation bouge trop. Des nouvelles recrues, des nouvelles technologies, des migrations, des déménagements, euh, des lignes d'activité qui s'ajoutent. Et là, vous avez votre document PCA qui ne suit pas. Donc, le PCA, c'est une résultante d'un travail, et c'est le plus dur, c'est de maintenir. D'accord? C'est de les maintenir. Vous voyez un petit peu les stats. Vous avez Nigeria avec 29, ou South Africa avec 9. Les Égyptiens sont à 11. Au Maroc, on n'a pas de société certifiée. Il n'y a que la bourse de Casa. Vous avez S2M parmi les premiers qui ont fait ça. Maroc Clear, ils se sont lancés dans un projet de certification 22301. Mais un système de management de la continuité d'activité, c'est ce qui va maintenir ces plans de continuité d'activité. Le document tout court, c'est une action ponctuelle et qui va pas durer et nécessite d'être maintenue. Bon, les stats, c'est ça. Dans le monde, pareil, c'est pas comme la 9001, ni la 14000, ni la 50000, ni la 27000. Le nombre de sociétés certifiées 22301 sont très peu. Sont très peu. Les Indiens sont en premier, les Britanniques un petit peu, mais le chiffre reste maigre par rapport à l'importance de cette norme-là. Euh, le Business Continuity Institute, il, euh, il fait des enquêtes annuelles sur le BCI Scan Report. Et là, vous avez la fameuse matrice probabilité impact des risques, des risques des 12 derniers mois, hein, vus par les statistiques, vus par l'inquiétude des entreprises. Tous les continents ont participé. Moi, j'aime pas qu'on nous mêle dans Africa and Middle East.
Middle East, c'est une chose, Africa, c'est une chose. Même Africa, il y a North Africa, le contexte n'est pas le même. Eux, ils mettent un paquet qui s'appelle Africa and Middle East. Ça me dérange. Nous, les Africains, nous avons notre contexte à nous, nos statistiques, notre environnement qui diffère du Middle East. Et aussi, vous avez, même en Afrique, on a des différences, hein. Donc, vous voyez un petit peu Health Incidents. Euh, le rapport est sorti en mars 2020, hein. Le rapport est sorti en mars 2020. Vous voyez Health Incidents, c'est lui qui a eu le score des risques les plus élevés. Et après, vous avez tout ce qui est IT, safety, lack of talent, manque de talent, des talents, des personnes qualifiées qui sont licenciées ou qui démissionnent. C'est aussi des incidents perturbateurs pour l'entreprise. Les cyberattaques en cinquième classe, tout ce qui est adverse weather ou climat qui dérange aussi en huitième place, ainsi de suite. Là, c'était l'analyse dans les 12 mois passés. Maintenant, les 12 mois prochains, le forecast des spécialistes disent que cyberattaque reprendra le top des menaces. Et je vois pas health incidents, malheureusement, dans la liste. Il est très en bas, dans la 15e position, sachant qu'on ne sait pas. Corona a démarré en Chine en fin de 2019, pardon, mais là, on subit toujours les conséquences et on dit que même les forecasts, on se base sur du, on se base sur de- on se base sur du jour le jour. Il n'y a pas des forecasts, vraiment des forecasts, mais on dit que l'année 2020, c'est quasi mort. Mais là, dans les stats, on voit que incident management, ou plutôt que health incidents, ils sont mal classés. Cyberattaque, les gens en profitent durant cette crise pour attaquer le télétravail, attaquer les accès à distance, attaquer les ports qui sont laissés ouverts, attaquer voilà, les infrastructures fragiles. Et ils sont en première classe. Mais moi, je dirais que le coronavirus, c'est une version du Covid. Qui sait qu'il y aurait un Covid-20 l'année prochaine. C'est des choses qui peuvent y arriver, mais on n'a pas cette boule de cristal magique pour prévoir ce qui va se passer les 12 mois prochains. Euh, alors, je passe, euh, je passe un petit peu, je dirais pas le remède vis-à-vis à ces menaces et à ces risques et à ces incidents perturbateurs, mais au moins euh, se préparer et faire face à ce type d'incidents qui dérange les entreprises, qui dérange l'économie, qui dérange la santé en premier, hein. Euh, c'est cette norme 22301 qui présente un petit peu comment préparer les entreprises pour faire face à ces incidents perturbateurs, à ces types de crises, pour devenir une organisation résiliente, hein. On parle beaucoup du mot résilience. Beaucoup de sociétés là, ils sont en mode résilience. Euh, Ils n'offrent pas les services et les produits à leur niveau normal, mais à un niveau qui est minimal, voire vraiment dégradé. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est survivre pendant une crise. La famille 22301, elle est large. Ce qui donne lieu à une certification, c'est la 22301. Mais vous avez des guides euh, comme comment mettre en œuvre la norme, la 22313, comment préparer une organisation résiliente, la 22316, comment faire son analyse d'impact de la BIA avec la 22317, comment gérer les incidents, les incidents perturbateurs, la 22320, comment faire de la communication
et avertir les gens, tout ce qui est warning, public warning, 22322, et ainsi de suite. Vous avez des codes de couleur, d'alerte, les arrangements de partenaires, comment faire les exercices et les tests de plan de continuité d'activité dans la 22398. La famille est assez large, la norme elle est récente, c'est pas quelque chose qui a connu le jour très loin. Vous avez les deux initiateurs de la continuité, vous avez le Disaster Recovery Institute aux États-Unis, le DRI, et vous avez le BCI, le Business Continuity Institute, et la British Standard Institute, qui ont fait, qui ont alimenté le contenu de la 22301. Pour parler historique, la norme a connu la dernière version, celle de 2019, et elle est en ligne disponible. ISO a donné accès au public pendant cette période de crise à certaines normes. À ma connaissance, vous avez la 31 000, elle est accessible pour le public. C'est-à-dire, vous pouvez lire, vous ne pouvez pas le télécharger, vous pouvez accéder en lisant. Et aussi la 22 301, c'est la norme en question, en version 2019 sur le site de l'ISO. Hein. Je peux partager avec vous le lien sur le chat. Voilà. Parce que, voilà. Je peux partager avec vous le lien pour voir la norme 22 301. Alors, la continuité d'activité, c'est une façon proactive, c'est une façon proactive pour améliorer la résilience euh, d'un organisme. Il vous fournit une méthode éprouvée de restauration de la capacité d'un organisme à délivrer ses produits et services clés après une perturbation. Il fournit aussi une capacité éprouvée à gérer une perturbation de l'activité et à protéger la réputation et l'image de l'organisme. Euh, c'est du 360 degrés. Je sais que par rapport à ce type de formation, vous avez une population vraiment IT qui se penche dessus, mais la 22 301, il n'y a pas que les plans de secours informatiques, le périmètre il est plus large, la documentation elle couvre un périmètre plus large, on parle beaucoup plus de la continuité des activités que de la continuité de l'informatique. L'informatique, elle est comme support, elle va hériter la criticité du business, mais là, le scope, il est plus large, quoique la majorité des formations qu'on anime, on a des profils IT qui sont présents dans ces types de formations. C'est bien, l'IT a été initiateur avec le DRI et les plans de secours informatiques, mais là, la continuité d'activité, elle couvre un périmètre plus large. La résilience, c'est cette capacité d'un organisme de résister dans un environnement complexe et évolutif. C'est cette capacité de survie. Hein. Euh, la continuité d'activité, elle a des avantages. Moi, je mettrai le doigt maintenant, puisqu'on est en Covid, c'est la protection des personnes. Comme on dit, pour les plans de continuité et les plans d'urgence, on dit que human first, l'être humain, la vie humaine. Moi, j'ai vu des cas d'exercices d'exercices d'évacuation dans des bâtiments où les gens commencent à prendre le PC portable, le sac, ils se disent que ah, c'est un test, non, c'est pas vrai. On écoute l'alarme, qu'il soit un test ou un faux test, il faut descendre dans les escaliers. On oublie tout. La vie humaine est primordiale. Mais il n'y a pas que la protection des vies humaines, mais réduction des coûts, c'est un avantage compétitif. Regardez les entreprises qui sont résilientes. Ils peuvent livrer, même en période de confinement, ils peuvent encore livrer un minimum. C'est pas le niveau optimal, mais au moins le niveau minimum de leurs produits et leurs services. Euh, c'est conforme légalement parce que vous avez parfois des contrats et des service level agreements qu'il faut respecter. La réputation, l'image, la confiance vis-à-vis de vos clients et plein d'avantages. D'accord? Ça va vous permettre même la continuité d'activité de comprendre mieux votre organisme. Parce que tout n'est pas vital dans votre organisation.
il se peut que vous avez 3 ou 4 processus critiques ou activités critiques parmi une dizaine. C'est en préparant un système de management de la continuité d'activité où vous allez prioriser ou prévoir en cas de crise, qu'est-ce qui va bosser en télétravail, qu'est-ce qui va bosser en physique, qu'est-ce qu'on va laisser par la suite. Vous n'allez pas faire cette analyse en moment de crise, comme si c'est produit maintenant en confinement, en Covid. Vous avez déjà cette liste des choses qui sont mandatories, des choses qui sont un peu, qui peuvent attendre. Quelques définitions selon la norme ISO, que c'est quoi un événement, c'est quoi un incident, la perturbation, la crise ou bien le désastre. Une escalade selon la gravité de la chose. Le désastre, c'est une situation dans laquelle des pertes importantes sur le plan humain, matériel, économique ou environnemental se sont produites. C'est quelque chose de très grave. Moi, je présente à mes participants souvent ce scénario parce qu'il y a beaucoup de jargon qui disent, voilà, il y a beaucoup de jargon sur la continuité d'activité. Là, par exemple, on parle d'une sauvegarde, de la dernière sauvegarde valide, et puis vous avez ce qu'on appelle le recovery point objectif, euh, euh, la dernière sauvegarde qui était valide. Et puis vous avez le désastre qui arrive. Vous avez le maximum tolerable period of disruption, c'est le temps maximal pour revenir à la normale. C'est ça le MTPD. Et vous avez le RTO qui doit être inférieur strictement au MTPD. Ça, c'est pour atteindre le fail soft ou le mode dégradé. Hein. Le RTO, il est souvent inférieur ou égal, inférieur strictement à MTPD, et c'est le temps c'est le temps de récupération minimal. Donc, si MTPD il est de 3 jours, le RTO il faut qu'il soit inférieur strictement à 3 jours. Maintenant, là, on est en situation de crise internationale, mondiale, une épidémie. Le MTPD, on a dépassé tous les MTPD. Même si vous avez fait une analyse BIA dans vos PCA et vous avez prévu de l'épidémique, genre influenza, genre, voilà, les épidémies qu'on connaît, vous avez fait des MTPD de 3 heures, 3 semaines, on a les a largement dépassés. Le retour à la normale maintenant, il peut être envisagé en fin d'année 2020. Donc en fin d'année 2020, c'est vraiment 12 mois de MTPD. Là, le MTPD ici, ça peut revenir à dire aussi, pas le retour à la normale, mais un mode dégradé amélioré. Hein, un mode dégradé amélioré. Parce que si on tient à la définition du MTPD et le retour à la normale, plusieurs sociétés, plusieurs entités et plusieurs administrations ne retourneront à la normale que lorsque le confinement sera supprimé et progressivement les gens reviennent à leur boulot et qu'on revienne au statu quo de départ. Donc un MTPD de 6 mois ou de 12 mois, ça n'existe pas, mais on peut considérer que dans des cas comme ça, le MTPD, c'est un mode dégradé, mais amélioré. D'accord. Et vous avez le work recovery time, c'est le travail à faire entre le mode dégradé et le retour à la normale. Voilà. Euh, comment remédier à tout ça? Comment remédier à tout ça? Moi, je préconise à tous les RPCA, c'est un profil qu'on trouve très peu, hein, à part les banques et quelques. Parfois, c'est le RSSI qui fait office de responsable PCA. Hum, c'est pas ce qu'il faut faire. La continuité d'activité doit être chapeautée le delivery management ou operational manager ou la gestion des activités, le cœur de métier. C'est lui qui gère la continuité d'activité. Les banques, ils ont les RPCA. Il y a pas mal d'entités qui ont des RPCA. Et ce RPCA-là, pour maintenir ces plans, ce qui est fortement recommandé, ce n'est pas jouer sur des plans, des documents ponctuels, mais monter un système de management à l'image de la qualité, de la sécurité, l'environnement, santé, sécurité au travail, monter un SMCA. Là, on vous présente dans la formation ISO 22301 un step lead implementer, un step by step, comment monter ce système. Comment monter ce système?
par 4 phases, une phase de planification, une phase de déploiement, une phase de contrôle et une phase de amélioration. Ça vous rappelle un peu la route des mines, d'accord? Et votre plan PCA, il se situe dans la phase DO, la phase 2. Pour préparer vos plans de continuité, on parle de plans en pluriel, hein, parce qu'à l'intérieur du plan de continuité, vous avez le plan d'urgence, le plan de la COM, le plan de gestion des incidents, le plan de secours informatique, tout y est dedans. On les appelle les plans de continuité d'activité. Alors, pour arriver à concevoir et à préparer ces plans, il faut passer par le DO. Mais avant le DO, vous avez déjà des étapes ou des activités de préparation, de support. Qui va gouverner sur la continuité d'activité. Il faut délimiter déjà le périmètre de l'étude. Il faut il faut, il faut une équipe qui va travailler dessus. La procédure gestion documentaire, parce qu'on va générer des documents, ils vont porter quel format, quel canevas, quel pied de page, quel en-tête. Ça, c'est des éléments de support avant qu'on aille directement sur le plan. Après, vous avez l'ABIA, l'appréciation des risques, les stratégies de continuité d'activité. On parle d'une tactique 3-5-3 avant l'incident perturbateur, pendant l'incident perturbateur et après l'incident perturbateur. Il y a 3 stratégies avant, 5 stratégies pendant et 3 stratégies après la récupération et le retour de la normale. Ces détails-là, vous ne les avez pas dans la 22301, mais vous l'avez dans la 22313. Comme ça, on va préparer les mesures de protection et atténuation, les plans de continuité d'activité et procédures, le plan de com et puis les exercices. Un plan, il ne sert pas, il ne sert à rien. Il ne sert à rien si vous n'avez pas testé. Parce qu'on peut passer du temps à essayer de faire le plan parfait, le plan de continuité d'activité le plus parfait du monde, le plus exhaustif. D'ailleurs, vous ne pouvez pas préparer un plan pour couvrir tous les crisis use cases ou tous les scénarios de crise possibles. Vous partez sur des scénarios les plus connus, avec les leçons apprises. Seuls les scénarios qui ont des probabilités low, hein, c'est des choses qui arrivent très rarement, mais à impact very high. C'est des choses qui, lorsqu'il arrive, lorsqu'ils se produisent, il impacte gravement l'organisation. C'est ces cas-là. Mais une fois on fixe les scénarios de crise, on va essayer de préparer les scénarios de récupération. Mais il n'y a pas un plan qui couvre l'ensemble qui soit exhaustif à 100%. Ça n'existe pas. Et c'est des choses qui s'améliorent parce qu'on est en route des mines. Il y a une amélioration continue qu'il faut respecter. Check et act, il faut disposer d'un tableau de bord. Ça ne se limite pas à faire des tests et des exercices. Il vous faut un tableau de bord de suivi. Il vous faut des audits pour préparer votre certification. Et une revue de direction et un journal d'amélioration de la continuité d'activité qu'on appelle le JACA. JACA, c'est la feuille de route de la continuité d'activité. Et ça réduit déjà l'impact, ça augmente et ça améliore la résilience. Et vous avez un chef d'orchestre qui va garantir cette maintenabilité de la continuité d'activité. Durant la formation 22301 Lead Implementer, on va partir brique par brique. Quels sont les inputs, quels sont les outputs, quelles sont les activités ou les tâches de chacune de ces activités-là pour préparer une entité à se faire certifier 22301. Voici les différents plans répartis sur une échelle temporaire. Vous avez des plans avant sinistre, c'est du préventif, c'est le PTR, le plan de traitement de risque, etc. Le plan de formation, les tests, etc. Mais après, vous avez le plan de réponse aux incidents qui démarre, c'est parmi les premiers qui démarrent lorsqu'il y a un sinistre. Mais vous avez aussi le plan d'urgence, le plan de gestion de crise. La norme 22301 ne parle pas explicitement de plan de gestion de crise. Il n'y a pas ce terme-là. Il n'y a pas ce terme plan de gestion de crise. Mais la crise, c'est une combinaison du plan de gestion des incidents, plan de com et plan d'urgence. Incident, urgence et com est égal la crise. Vous avez le plan de reprise d'activité. C'est ce qu'on appelle, nous, le plan de secours informatique, parce que là, on part sur un jargon standard international, il est anglo-saxon. Il n'y a pas de PCA PRA,
hein, mais on parle d'un PCA et un PSI, hein, BCP, DRP, Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan. Les deux, c'est les fameux plans qu'on sépare souvent. Mais on peut avoir un DRP à l'intérieur d'un BCP et on va avoir un seul plan qui couvre l'ensemble. Voilà, donc le plan de reconstruction, c'est le retour à la normale. Il y a des sites qui ont été incendiés, où il y a des inondations, ou infectés par des virus. On va désinfecter, on va blanchir les murs, on va réinstaller. C'est des plans de reconstruction pour revenir en arrière. Voilà, les plans sont définis. Excusez-moi. Voilà, les plans sont définis dans la norme, quelques-uns de manière explicite et d'autres qui sont de manière implicite. D'accord? Donc, ça, c'est en gros euh, la continuité d'activité, la 22301 et l'implémentation step by step de la norme 22301 jusqu'à une certification. Maintenant, les sociétés ne cherchent pas beaucoup la certification, mais d'apprendre des leçons, apprendre des leçons vécues durant le Covid-19, sortir avec voilà, des plans d'action pour que la prochaine fois, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura une prochaine fois ou pas, ou est-ce qu'il y a il y aura des choses euh, plus graves que ça ou pas, mais au moins se préparer, faire le basique, hein, avoir déjà fait l'analyse, les plans qui sont testés, les sauvegardes et tout ce qui va avec. Bah, j'espère que vous avez pu un petit peu assimiler les avantages de la continuité, de la résilience. Je suis à votre écoute euh, pour, pour, euh, pour vos éventuelles questions. Marhaban. Alors, je vais faire un mute déjà, parce que sinon, vous n'allez pas parler. Alors, voilà. Vous pouvez me envoyer un chat ou m'envoyer, voilà, vous me posez une question orale, comme vous voulez. Ouais, Sachez que ce webinaire, il ça. sera enregistré et diffusé sur nos chaînes YouTube, voilà, qu'on partagera avec vous. C'est pas grave qu'on entend des bruits de fond. Maintenant, toutes les réunions, il y a les enfants, il y a les chats, il y a il y a des bruits de fond partout. Alors, la liste des risques avant et après pandémie. Oui, il y a une question ici qui dit que. Alors, je vais voir. Je vais voir ça rapidement. Euh, alors, je mets en diapositive rapidement. Alors, ça, admit. Share. Je pense que c'était ça. Ça, c'était avant, selon le BCI Scan Report. Et ça, c'était avant, ça, c'était après. Alors, est-ce que c'est possible de revenir sur la liste? Oui, je suis revenu. Après, bonjour. Est-ce qu'il y a des modèles ou des chartes, des plans pour le média et la com? Oui.
Est-ce qu'il y a des modèles ou des chartes des plans pour le média et la com? Oui. C'est ça l'intérêt des communautés, Monsieur Rachid. C'est c'est qu'il y a des livres blancs, des templates, des documents. La norme ISO n'offre pas ça. Vous savez, un peu Oui, l'ISO te propose le quoi et le pourquoi. Le comment, débrouille-toi. Hein, toi, débrouille-toi. oui. Après, tu as le Business Continuity Institute, si tu es membre. Tu as des documents de ce type, des templates, il y a des experts, même PECB, il y a un groupe dont je suis administrateur sur la 22301 et tu poses tes questions, il y a des gens qui peuvent répondre. C'est ça l'intérêt de la communauté. C'est ça l'intérêt de la communauté. Donc, cet esprit de partage. Voilà. Mais oui, il y en a des exemples de modèles. Il y a même des plans. Parfois, moi, je partage des choses. Moi, j'ai créé un Business Continuity Insurance and Club for Africa and Middle East sur LinkedIn. Je poste ce type de modèle, un pandemic Business Continuity Plan que j'avais posté, ça fait un mois. Le modèle, vous pouvez le prendre. Et si vous sollicitez des choses, vous pouvez les poster ou bien me contacter en privé. Voilà, je peux échanger avec vous par rapport à ça. Euh, Est-ce que l'usage d'un outil de gouvernance PCA et gestion de crise est indispensable, tel que Parade, Ageris ou autre? Existe-t-il une version open source? Euh, un outil de gouvernance, c'est un degré de maturité qui est assez important. Selon la volumétrie de l'entité, les différentes parties prenantes, le nombre de processus, faire monter un système, suivre un système de management avec un arsenal documentaire uniquement avec SharePoint, Word et Excel, ça devient difficile. Il y a des instances de validation, d'approbation, il y a des échanges, et il y a du workflow qui est consistant. Disposer d'un outil de gouvernance, je ne dirais pas indispensable, mais très utile. Très utile. Et maintenant, s'il est dynamique, ergonomique, accessible via du smart, parce que je veux, moi, gérer mon plan à distance, si je ne suis pas, si je suis pas chez moi. Pour le cas d'Abad Covid, si j'avais un outil là-bas, je peux gérer mes plans de continuité d'activité à distance sur le cloud 365, Office 365, du OneDrive, ça aide beaucoup. Faites attention à la sécurité, le partage d'accès, le cryptage et tout ce qui va avec. Mais bien sûr, un outil de gouvernance. Pour la continuité d'activité, il y a ce qu'on appelle les BCMP, Business Continuity Management Plan, BCMP. Ils sont connus dans le marché. Nous, on dispose d'un outil qui fait ça, qui s'appelle Risk Control. Il est en mode construction. Le module gestion de risque, il est prêt. Il nous faut maintenant cette partie PCA, génération de PCA, et même pour pouvoir simuler des crises. Et ça peut être utile comme guide de survie si jamais il y a un incident perturbateur qui peut y arriver. Mais lorsqu'on est outillé et si on sait comment exploiter ces outils, c'est vraiment très bien. Bonjour Mohamed, je suis Mohamed Silla d'Orange Guinée. J'ai eu passé la certification à Paris avec PECB. Il faut dire que votre présentation était comme une révision pour moi. Je vous remercie très sincèrement. Shukran jazilan lak. Merci beaucoup, Monsieur Silla. La mise à jour du PCA devrait-elle se faire chaque année ou bien à chaque fois qu'il y a un changement majeur qui a un impact sur les activités de l'entreprise? Moi, je prendrais l'option 2. Par précaution, par prudence, ben, changement, je dirais pas uniquement majeur, mais des changements qui auront une incidence. PCA, tu as le fameux annexe coordonnées des collaborateurs, coordonnées des pompiers, gendarmes, police. Et si ces collaborateurs changent de numéro, vous êtes coincé. Donc on parle d'un petit changement, pas de changement drastique. Hein. On parle d'un petit changement, hein, un changement d'architecture. Vous avez des modes opératoires.
pour basculer d'un réseau à un autre. Il y a une application métier qui s'est greffée chez vous. Vous avez changé et vous avez oublié de changer sur votre PCA. Le jour où vous allez vous en apercevoir, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas le mode opératoire qui est utile, il ne sert à rien. Donc, les changements, c'est délicat, hein. Dans l'analyse d'impact, selon une request for change, il faut garder en face l'impact sur votre continuité d'activité et surtout maintenant avec le Covid. Euh, oui, ok, bien reçu, chef. Il y aura aussi Recovery Planner avec qui on est partenaire. Exactement, merci Saïd pour nous avoir. Recovery Planner, c'est un des premiers du Gartner, hein. Recovery Planner, c'est solutions américaines. Nous sommes partenaires et c'est vraiment pour des sociétés, c'est du lourd, hein. On a fait la démo avec eux. Risk Control, s'il est beaucoup plus PME, hein, si on veut dire, mais Recovery Planner, c'est beaucoup plus pour les grandes entreprises et qui ont des branches partout dans le monde et des multinationales et qui ont différents sites. Est-ce que tu peux nous montrer le slide des risques avant pandémie? Voilà, avant pandémie, voilà, celui-là. Avant pandémie, c'était ça. C'était ça. Là c'était en mars. Parce que Wuhan et la Chine, ils ont déjà connu Corona et ils ont mis les. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est les 12 mois suivants. Les 12 mois suivants, j'ai pas. Je vois Health Incidents mal classé, un peu très loin, un peu en bas. Voilà. Euh, je préfère effectivement le deuxième cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, c'est ma remarque aussi sur le health incident. Oui, c'est ça. Donc, euh, on n'a pas. Ben, vous savez, on ne sait pas. On vit du jour le jour. On n'a pas un forecast, on ne sait pas quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. J'ai quelqu'un au Tchad qui me dit on vient de connaître le pic, hein. C'est une vague. Voilà. On ne sait pas quand est-ce que va. Alors, Monsieur Mouad, merci Si Mohamed pour cette initiative. À quel niveau de maturité une entreprise doit chercher à être certifiée? Pour les professionnels IT, à quel niveau d'expérience et auquel poste cette certification peut être un plus? Euh, euh, Sachez que tous les ISO, hein, tout système de management confondu, ils ne veulent pas que vous soyez mature. C'est bon, on est mature, venez nous certifier. Allah, on est prêt. Là, Huma, ISO, ils veulent vivre avec vous votre process de maturité, hein. Il faut que vous ayez déjà le BABA, hein, une politique de continuité d'activité, vous avez testé le PCA. Voilà les clauses de l'ISO, hein, les clauses de l'ISO, les clauses 4 à 10, il faut que vous les ayez. Mais pas à ce point. La première année, on fait des audits un peu light pour vous certifier, et après, on vous pousse à vous améliorer. Mais attendre que vous soyez mature, c'est bon, on est bon. Là, vous pouvez venir, ça se passera jamais. Vous n'atteindrez jamais cette maturité. Il faut aller en crescendo, petit à petit. Faites venir vos auditeurs de certification. Houma, ils vont rendre un petit peu le process un peu plus sérieux, hein. Si vous avez un examen qui vous attend d'ici 6 mois, vous serrez les boulons, hein. Parce qu'on a dit, voilà, il faut garder la discipline. Pour un IT, à quel niveau d'expérience et que poste cette certification peut être un plus? La certification 22301, elle va couvrir votre partie plan de secours informatique, hein. Plan de secours informatique, c'est un module du plan, hein, parce que le plan PCA c'est modulaire. Vous prenez un module, il s'appelle plan de secours informatique. Ça peut vous servir pour mieux préparer ces plans, mieux les planifier, mieux les mettre en place et comment les tester.
comment les tester, quels sont les types de tests. On va parler des stratégies de mirroring, des stratégies de backup. Tous ces aspects-là rentrent là-dessus. Et disposer d'un référentiel ISO, c'est quand même un label. La certification, on peut être fort dans un domaine sans qu'on soit certifié, bien évidemment. Mais ce label-là, c'est comme une médaille, hein, comme quoi, Anna, je maîtrise de l'aspect. Voilà. Alors, c'était ça. Je pense que oui, merci beaucoup pour ce webinaire intéressant. Si on veut passer une certification, quelle est la durée de formation et le prix? Formation 22 301 LI, c'est les types de formation PECB qui se passent normalement en 5 jours en présentiel, hein. 4 jours et demi formation et puis une demi-journée dédiée à l'examen. Maintenant, on est en confinement, on offre les classes virtuelles, on fait à l'heure, hein. On a prévu 24 heures 24 heures, 3 heures par jour, soit le cours le matin ou le soir. Si vous ratez le matin, vous faites le soir. Un jour oui, un jour non. Et c'est étalé sur 3 semaines. Vous passez un examen en ligne avec un invigilator qui va vous superviser via votre webcam. Et le prix, il est de 6500 dirhams pour les particuliers et 7800 dirhams je parle hors taxe pour les entreprises, par personne. Minimum pour démarrer, c'est 5 personnes. Une fois on a un groupe de 5, on démarre Inch'Allah, la formation. Voilà. Je pense que on a fait le tour des questions. Euh, Cette présentation sera diffusée sur la chaîne YouTube. Euh, J'espère que ça a été. J'ai ici prix inclus l'assertif. Oui, prix inclus l'assertif. 6500 si vous êtes personne physique, 7800 hors taxe si vous êtes personne morale, hein. D'accord? Par personne. Euh, je pense que oui. Je pense que qu'on a fait le tour. Bon, on a essayé d'être bref, dire l'essentiel. On espère vous voir pour les webinars qui vont venir les jeudis prochains, si les thématiques vous intéressent encore. D'accord? Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Bsahaf Torkom, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.